On dit que cet homme, Robert Fortune, fait partie de ceux qui, au XIXe siècle, ont contribué à faire de la Grande-Bretagne la plus grande puissance au monde. On dit que cet homme discret, en mission pour la très honorable Compagnie britannique des Indes orientales, a tout simplement changé le monde en dérobant à la Chine impériale un de ses secrets les plus précieux. On a dit beaucoup de choses sur Robert Fortune, sur son audace et sur les dangers qu'il a affrontés. Sur son crime, souvent qualifié de premier vol industriel de l'histoire. Sur les trafics dont il a été témoin, organisés par l'Empire britannique pour assurer son hégémonie. On dit que Robert Fortune est au cœur d'une aventure qui a transformé le monde. Ceci est son histoire. Ceci est sa légende. Robert Fortune était un botaniste et chasseur de plantes. Fils de fermier, il venait d'un milieu qui généralement n'avait pas accès à l'éducation. Mais il était écossais, et en Écosse, l'école étant obligatoire, tout le monde avait donc droit à l'instruction. Lui, qui avait un attrait naturel pour les plantes, est devenu naturaliste, ce qui à l'époque était un métier très prestigieux. La progression dans la carrière de Robert Fortune à ses débuts montre qu'il avait de l'ambition. Et le fait qu'il ait été engagé par le jardin botanique est la preuve de son zèle et surtout de son savoir considérable. Il avait un grand besoin de réussite. Je ne pense pas que l'on puisse gravir les échelons aussi haut ou aussi vite dans une société aussi stricte et rigide que la société britannique du XIXe siècle, sans une bonne dose de détermination. Avec ce récit de mon voyage, mon objectif est de donner un aperçu de l'Empire du Milieu. Je discuterai également de l'Inde et de l'Himalaya, des plantations de thé du gouvernement et qui apporteront certainement des bénéfices importants, non seulement à l'Inde elle-même, mais aussi à l'Angleterre et à ses colonies en pleine expansion. Quand la Compagnie des Indes orientales a approché Robert Fortune, il possédait un atout qu'aucun autre Britannique n'avait. Il était déjà allé en Chine comme chasseur de plantes. C'était le plus grand spécialiste au monde de plantes chinoises. On lui a donné une liste de courses à rapporter à la compagnie. Dans cette liste, la commande principale concernait les meilleures graines de thé vert et de thé noir existantes. La mission de Fortune était donc de se rendre dans les régions où poussait le meilleur thé, d'en recueillir des graines et des clones, puis de les introduire en Inde. L'idée, c'était que l'Inde devienne un champ de thé pour la compagnie et la sauve de ses difficultés financières. Le thé avait une valeur ajoutée incroyable. On disait qu'il était récolté pour un penny et vendu pour une livre sterling. Le commerce du thé avec la Chine était une source essentielle de revenus pour le gouvernement britannique entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. En cas de pénurie de thé, la Grande-Bretagne redoutait une révolte. Le thé était donc devenu extrêmement important d'un point de vue financier, social et politique pour le gouvernement britannique. Le thé était une boisson très à la mode en Grande-Bretagne, mais il ne pouvait pas être cultivé sur place. Et où était-il cultivé? Dans un pays étranger. Alors comment devait-on s'y prendre pour en avoir le contrôle? La Compagnie britannique des Indes orientales a été la plus grande entreprise commerciale de l'histoire. Elle a été fondée en 1600 par une charte royale.
La reine Élisabeth lui a octroyé le monopole du commerce avec l'Asie. Dirigée par ses actionnaires, elle s'est développée jusqu'à conquérir l'Inde et dominer le commerce en Asie. En Inde, au début du 19e siècle, c'était une entreprise colossale. Elle possédait sa propre armée qui comprenait plus de 150 000 hommes. L'apogée du commerce du thé se situe dans les années 1820, quand la compagnie exportait plus de 18 000 tonnes de thé chinois vers la Grande-Bretagne. La Compagnie des Indes orientales offrait à des hommes issus de milieux plus ou moins défavorisés l'opportunité de réussir, de partir à l'aventure, mais aussi de faire fortune. Le 20 juin 1848, je quittais Southampton à bord du vapeur Ripon, sous le commandement du capitaine Moresby. Il appartenait à la Compagnie de la Péninsule et de l'Orient. Il avait été démontré que le thé pouvait être cultivé dans l'Himalaya et qu'il pouvait constituer une culture rémunératrice. L'objectif était maintenant d'y produire du thé de qualité supérieure grâce à de meilleures variétés et en améliorant la culture. Il était de notoriété publique que les plants les plus faciles à se procurer étaient ceux de moins bonne qualité, qui venaient du sud de la Chine. Plus compliqués à obtenir étaient ceux cultivés plus au nord, et à partir desquels sont fabriqués les meilleurs thés. Je débarquai à Hong Kong le 14 août, et n'ayant rien qui me retenait dans cette ville, je saisis la première occasion pour partir plus au nord, vers Shanghai. En réalité, Shanghai n'était qu'un petit village marécageux. C'était tout sauf un lieu important dans l'histoire de la Chine. Les Chinois ont simplement donné aux Britanniques une concession, un morceau de terre, en leur disant « Installez-vous ici et faites-y vos affaires ». On peut vraiment affirmer que ce sont les commerçants occidentaux qui ont fait de Shanghai ce qu'elle est aujourd'hui. Étant déterminé à me procurer des plants et des graines originaires des régions les plus réputées, il n'existait que deux moyens d'y parvenir. Soit je devais employer des agents chinois qui iraient sur place et me les ramèneraient, soit je devais y aller moi-même. À première vue, la première méthode semblait la seule possible et certainement la plus simple. Mais supposons que j'ai engagé des émissaires chinois, et nombreux étaient les candidats à cette mission, comment aurais-je pu être certain que les plants et les graines qu'ils ramèneraient provenaient réellement des districts en question? On ne peut pas faire confiance aux Chinois. Je peux sembler partial, mais c'est vraiment le cas. Voilà pourquoi je décidai de me lancer moi-même dans l'aventure et de partir pour le pays des montagnes jaunes. Voyager en Chine était extrêmement risqué. Fortune a dû recruter des serviteurs. Parmi ces critères de recherche, il y avait la langue. À l'époque, il n'y avait pas de langue commune en Chine. Il n'y avait que des dialectes régionaux quasi incompréhensibles quand on n'était pas de la région. Donc, pour se rendre dans les zones où poussait le thé, il avait besoin de guides parlant la langue locale. La Chine est un pays immense et très varié. Pour que tous ses habitants se sentent chinois, l'empereur s'est assuré qu'ils aient tous la même apparence. Et c'est pour ça qu'il leur a imposé la tonsure. Les hommes devaient se tondre l'avant du crâne et porter une longue tresse. Ce n'était pas dans la tradition chinoise, c'était mandchou. Mais il fallait se coiffer comme ça en signe de soumission. Si on ne le faisait pas, on s'exposait à la peine de mort. Alors qu'est-ce que Fortune a fait? Il a adopté cette coiffure. C'était la marque évidente qu'il était un sujet de l'empereur. Mes serviteurs me procurèrent une robe chinoise et la queue de cheval que j'avais déjà portée quelques années plus tôt, une fois remise en ordre par un coiffeur.
Il n'a pas vraiment l'air chinois. Alors il prétend qu'il vient d'une région lointaine située de l'autre côté de la Grande Muraille. Et l'autre côté de la Grande Muraille, c'était ce qu'on pouvait imaginer de plus loin sur Terre. Il était donc simplement un Chinois venant de très loin. À l'époque, la Chine avait un réseau fluvial qui reliait la plupart des régions intérieures à la côte. C'était très facile de se déplacer en bateau. Certaines de ces voies étaient naturelles, d'autres avaient été creusées par des coulis des centaines d'années plus tôt, lors de chantiers d'État pharaoniques. Le bateau était de construction solide, à fond plat et plutôt effilé à l'avant. Le vent et la marée nous aidaient à avancer assez rapidement. C'était de beaux jours d'automne et le tableau était charmant à regarder. Des temples bouddhistes et des pagodes dépassaient çà et là des arbres. Ils donnaient à ce paysage un charme caractéristique qui n'était pas sans me rappeler celui aux frontières de l'Angleterre et de l'Écosse. Il a connu des moments de bonheur au cours de son voyage, des moments où il raconte notamment que les choses qu'il voit sont merveilleuses, un peu comme pour n'importe quel voyageur. Mais je crois que dans l'ensemble, il était fatigué et insatisfait. Il était seul, sans personne à qui parler. Je pense qu'il ne devait pas être heureux tous les jours. Nous faisions régulièrement face à des rapides et il fallait des heures pour les passer. Une quinzaine d'hommes à terre avec de longues cordes reliées au mât du bateau nous tractaient depuis le rivage. Rien ne montrait mieux la persévérance indéfectible des Chinois. Quiconque aurait jeté un coup d'œil sur une rivière comme celle-ci aurait déclaré qu'elle n'était pas navigable. Mais aucune difficulté ne résistait au dur labeur et à la persévérance. Cette progression lente était parfaite pour moi. Elle me permettait d'explorer tranquillement les richesses botaniques du pays. Et passer du temps dans la nature, se retrouver seul pour observer des plantes, les étudier, explorer la végétation. C'était ça, sa passion. Son vrai travail était de passer du temps parmi les plantes. Et ces moments-là lui procuraient une joie immense. Il a découvert un grand nombre de plantes qui sont devenues très courantes dans nos jardins. Tous les kumquats que vous voyez sont une découverte de Robert Fortune, une plante nommée Citrus fortunella. Les chasseurs de plantes étaient vus comme des aventuriers, mais des aventuriers cultivés, des gens qui partaient risquer leur vie pour découvrir de nouvelles essences à ramener dans leur pays. Ils avaient un talent pour repérer les espèces inconnues. Plus de 200 variétés de plantes qui nous semblent banales en Angleterre ont été ramenées par Fortune, comme le jasmin, le chèvrefeuille, le rhododendron, l'azalée. À cette époque, les Occidentaux sont encore plus en danger qu'avant en Chine. Selon la loi, les étrangers ne pouvaient pas sortir de la zone des comptoirs sans risquer leur vie. Dans la soirée du 22 octobre, j'atteignis les environs de Hangzhou, l'une des plus grandes et riches cités de l'Empire. Les autorités chinoises avaient toujours été méfiantes à l'égard des étrangers s'approchant de cette ville. La rivière Tientangkiang, qui monte vers les collines de thé vert de Hangzhou et dont une des branches se dirige vers les montagnes jaunes, était de l'autre côté de la ville, à environ 5 ou 6 miles.
une chaise à porteur arriva rapidement pour me transborder. Avant de partir de Shanghai, en étudiant mes cartes et mon trajet, j'avais demandé s'il était possible d'éviter de traverser la ville. Mes serviteurs m'avaient dit que c'était très simple. Nous voyagions maintenant depuis plusieurs kilomètres. Je m'attendais donc à m'enfoncer dans la campagne. Et voilà qu'au contraire, je découvris avec surprise que l'environnement devenait de plus en plus urbanisé. Pour la première fois, je suspectais mes serviteurs de me tromper. Ils allaient me faire traverser la ville de Hangzhou. Alors que j'aperçus les murailles de la ville, il était trop tard pour reculer. Hangzhou était la capitale de la dynastie Song, l'une des plus grandes dynasties de la civilisation chinoise. Elle était beaucoup plus chinoise que Shanghai. Elle attachait beaucoup plus d'importance à la culture et comptait beaucoup plus d'intellectuels. En d'autres mots, à Hangzhou, on vous reconnaissait facilement. Les étrangers n'étaient pas censés y aller. Prenez les choses avec calme et ne perdez jamais votre sang-froid. Telle devrait être la devise de quiconque voyage en Chine. Tel était le principe que j'essayais d'appliquer, mais dans le cas présent, j'avais bien du mal à m'y conformer totalement. Il était très inquiet, très conscient de sa vulnérabilité. Les étrangers ne sont vraiment pas censés aller à Hangzhou. Ou sinon, il faut avoir une très bonne excuse et être accompagné de Chinois, d'un comprador par exemple, qui puisse expliquer aux locaux « Oh, ne vous en faites pas, nous venons de Shanghai, nous avons une lettre de l'administration ». On pouvait inventer n'importe quoi puisqu'ils n'avaient pas le moyen de vérifier. Robert Fortune a eu beaucoup de chance. À cette époque, en Chine, la violence pouvait exploser à tout moment. Fortune a donc été vraiment chanceux en réussissant tout au long de ces années à s'en sortir plutôt indemne. Il aurait pu y laisser la vie. Mes compagnons de voyage étaient calmes et inoffensifs. Ils ne faisaient pas grand-chose à part dormir, manger ou fumer. L'un d'entre eux était un fumeur d'opium, et l'un des plus pitoyables que j'ai pu rencontrer. L'opium était un immense problème en Chine. Le peuple chinois était un peuple d'opiomanes. Tout comme les Anglais sont accros au thé, les Chinois l'étaient à l'opium, sauf que cette plante est bien plus destructrice. Selon nos estimations, environ 12 millions de personnes fumaient de l'opium en Chine à la fin des années 1830. Les Britanniques ont commencé à encourager la culture de l'opium en Inde dans le but spécifique de leur permettre des échanges commerciaux avec la Chine. La Grande-Bretagne, à force d'acheter du thé aux Chinois, a fini par épuiser ses stocks de lingots d'argent dans les années 1820. Et donc, il lui a fallu trouver quelque chose à vendre aux Chinois pour en récupérer une partie. Avec le commerce de l'opium, les Britanniques ont permis à une petite étincelle de se transformer en gigantesque incendie. La compagnie britannique des Indes orientales avait la main mise sur la culture de l'opium en Inde. Elle le vendait dans ses propres salles d'enchères à Calcutta et assurait son expédition vers la Chine, tout en sachant que c'était tout à fait illégal. Elle violait la loi en pleine connaissance de cause. La compagnie est sans aucun doute le plus grand dealer de drogue de toute l'histoire.
L'empereur a envoyé un officiel à Canton, le commissaire impérial Lin, pour prier les étrangers de ne plus faire entrer d'opium en Chine. Le commissaire Lin a également écrit une lettre à la reine Victoria qui lui disait « Vous interdisez l'opium dans votre pays. Pourquoi vous nous en envoyez autant? Vous ne pouvez pas arrêter ça ?» Évidemment, il n'était pas question pour les marchands de s'arrêter parce que ça représentait tellement d'argent. Le commissaire impérial a donc saisi de force leur stock d'opium et il les a brûlés. La première guerre de l'opium a éclaté en 1839. Ça a été la riposte de l'État britannique qui envoie ses troupes dans le but de protéger le libre-échange. Donc on peut dire que la guerre de l'opium a débuté à cause du thé. C'est un conflit pour le thé. Et bien sûr, la Chine a perdu. Je pense que c'est sans doute à cause de l'humiliation que les Britanniques leur ont fait subir que les Chinois ont développé une haine contre les étrangers. La rivière sur laquelle je me trouvais maintenant prenait sa source loin dans les montagnes de l'Ouest. Toute la production de thé vert et de thé noir à destination de Shanghai empruntait le cours de cette rivière. Il était essentiel de trouver les graines et les pousses d'où provenaient les meilleurs thés de Chine. Les marins s'amusaient à crier en émettant des sons étranges. Ces sons étaient renvoyés par l'écho, encore et encore. Les Chinois ont une opinion particulière de cet endroit, des craintes. Ils me racontèrent que les esprits d'hommes, après la mort, aimaient souvent venir se réfugier dans ce genre de paysage sauvage et magnifique. Et c'était eux qui répétaient nos sons, les renvoyaient de colline en colline. Nous atteignîmes notre destination un peu avant la nuit. Et j'aperçus pour la première fois Sung Lo, les montagnes jaunes, ces lieux si réputés, où l'on dit que le thé vert fut découvert pour la première fois. Pendant 3 jours, la pluie tomba de manière incessante, et il fit particulièrement froid. Les montagnes jaunes que j'aurais dû apercevoir en temps normal à travers les fenêtres étaient enveloppées d'un épais brouillard. Et chaque arbre, chaque buisson ployait sous des gouttes de pluie épaisse. Enfin, le 4e jour, les nuages disparurent et le soleil perça à nouveau avec son intensité normale. Et la nature prit enfin un aspect gai et souriant.
Le paysage est d'une beauté exquise, c'est magnifique. Il va pouvoir cueillir du thé dans les plus beaux champs de thé du monde. Les moments terribles qu'il vient de traverser en valaient la peine. J'étais désormais dehors tous les jours, du matin jusqu'au soir. Occupé à ramasser des graines, à examiner la végétation des montagnes et à sélectionner une bonne collection de graines de thé et de jeunes plants de théier, à partir desquels les thés verts les plus fins que l'on puisse trouver dans le commerce sont fabriqués. Je remarquai que les locaux prenaient soin de ne pas enlever trop de feuilles sur les plants les plus faibles, et même parfois n'y touchaient pas. Manifestement, ils attendaient que les plantes soient vigoureuses avant d'y récolter le thé. La meilleure partie du buisson de thé, ce sont les jeunes pousses, le bourgeon et les deux feuilles au sommet. Et pour les cueillir, il faut un certain talent. Ces cueilleuses de thé en récoltaient 30 000 par jour, ce qui faisait un peu plus de 2 kilos de ces pousses très légères. Quand une cueilleuse vit l'intérêt que je portais au plant, elle s'éloigna et me rapporta une jeune pousse, qu'elle me pria de bien vouloir accepter. J'étais ravi de son attention. Et j'acceptais ce présent qui partit rejoindre ma collection. L'une des choses les plus importantes que Fortune devait fournir à la Compagnie des Indes orientales, en plus des graines de théier, c'était la recette de fabrication du thé. Le procédé n'est pas évident. Difficile de savoir comment on obtient une tasse de thé quand on observe un théier. Le thé n'est pas un fruit qu'il suffit de cueillir pour le consommer. Ce n'est pas une pomme. C'est un produit qui exige une transformation. Lorsque les feuilles arrivent depuis les plantations, elles sont étalées dans des plateaux en bambou afin de les débarrasser de leur humidité excessive. Elles y restent peu de temps. Au même moment, des sauteuses ont été mises à chauffer sur des feux de bois. Par petites quantités, les feuilles y sont jetées et remuées rapidement avec les mains. Immédiatement, la chaleur produit son effet. Et on peut entendre les petits craquements qu'elles émettent. Elles deviennent molles en relâchant de la vapeur. Elles sont ainsi travaillées pendant 4 ou 5 minutes, puis elles sont retirées et placées sur la table de roulage. L'objectif est de débarrasser les feuilles d'une partie de leur suc et de leur humidité et de les entortiller. Les tas de feuilles passent fréquemment de main en main, puis elles sont jetées à nouveau dans la poêle sous laquelle est entretenu un feu doux. Les feuilles sont remuées en permanence et parfois ressorties pour être roulées à nouveau. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, les feuilles sont bien sèches et leur couleur s'est fixée. Elles ne risquent plus de noircir. Elles sont d'un vert sombre qui va aller en s'éclaircissant. Est-ce que Fortune se considérait comme un espion? S'infiltrer clandestinement, aller dans des endroits interdits par la loi? Je crois qu'il voyait simplement ça comme les risques du métier et un moyen d'arriver à ses fins, plutôt que de l'espionnage. Tout ce qu'il a pris, je préférerais dire volé, devait servir à mettre fin au monopole de la Chine sur le thé et à la dépendance de la Grande-Bretagne envers la Chine. Dans ce sens, il s'agit bien de vol. C'est de l'espionnage industriel et commercial. Les montagnes de Sunglo sont l'aboutissement de sa première année de voyage. Pour lui, c'est une grande réussite. Il a trouvé des plantes, des graines, tout ce qu'il pouvait espérer. Il est persuadé qu'il a réalisé un très beau coup, qu'il va pouvoir donner à la compagnie tout ce qu'elle souhaite.
qu'il a accompli sa tâche. Il va tout expédier en Inde et la partie de sa mission consacrée au thé vert sera achevée. Depuis mon retour à Shanghai, je m'occupais à installer délicatement mes plants de thé afin de les expédier en Inde. Les graines de thé perdent très vite de leur vitalité lorsqu'elles ne sont plus en terre. En 1849, je trouvais une méthode bien plus fiable, qui pouvait s'appliquer à toutes les graines à courte durée de vie et à toutes les jeunes pousses de thé. Le principe est simplement de les disposer dans des caisses de ward après leur récolte et de les arroser. Nathaniel Ward a inventé une sorte de serre miniature qui permettait de transporter des plantes à travers le monde comme cela n'avait jamais été possible auparavant. La Wardian Case, ou caisse dite de Ward, a été inventée au début des années 1830. C'est une sorte d'aquarium avec un couvercle. Le principe est qu'une fois les plantes disposées à l'intérieur et arrosées, l'eau s'évapore, se dépose sur les parois en verre puis retombe sur les plantes. C'est un véritable système d'auto-arrosage. Avec ces caisses de Ward, les plantes pouvaient être placées sur le pont des navires à la lumière du jour quand il n'y avait pas de tempête. Elles avaient de la lumière tout en étant protégées des dangers extérieurs et pouvaient ainsi supporter le voyage. Il envoie donc ses graines et ses plantes qui voyagent en bateau jusqu'en Inde pendant un mois environ. Mais quand les caisses arrivent à Calcutta, quelqu'un les ouvre. Il ne faut jamais ouvrir une caisse de Ward. Elle ne fonctionne qu'en restant close, en circuit fermé. Et puis, quelqu'un arrose les plantes, et c'est un problème. Ensuite, quand les plantes de fortune partent pour l'Himalaya, les caisses en verre se brisent. Sur les centaines de pousses de thé qu'il a expédiées, on peut probablement compter sur les doigts de la main celles qui ont survécu. Et elles étaient en mauvais état. C'est un échec total pour Fortune. Sa première année avait été réduite à néant. Il mentionne à peine cet épisode dans son livre. Il lui consacre un paragraphe tout au plus. J'imagine mal à quel point ça a dû être horrible. Mais Fortune dit simplement « Et ça n'a pas marché, il va falloir faire mieux ». Il a fait comme si de rien n'était, sans dévoiler combien ça a dû être terrible. Je n'étais pas totalement satisfait par le résultat de mes voyages. Je n'aimais pas l'idée de rentrer en Europe sans être parfaitement certain d'avoir introduit dans les plantations du gouvernement en Inde les plants de théiers originaires des régions d'où provenait le meilleur thé noir. À l'époque, la communauté scientifique pensait que le thé vert et le thé noir venaient d'espèces différentes. Ce qui prêtait davantage à confusion, c'est qu'ils ne poussaient pas dans la même région. Fortune devait apprendre tout ça. Je fis les préparatifs pour un autre et sans doute beaucoup plus important voyage vers la région du célèbre thé noir des Wishan. Un de mes hommes m'avait rapporté une série de pousses et de graines de ces régions, mais je dois confesser qu'il n'était pas satisfaisant de ne pas m'y rendre moi-même. Il part au cœur de ce que l'Angleterre aime plus que tout, le pays du thé noir. Et il est frappé par la beauté des lieux. Les Wishan, si réputées, sont de petites montagnes dont aucune ne semble dépasser 1000 pieds. Elles ont une apparence singulière. On a l'impression qu'elles ont été jetées là par une sorte de convulsion gigantesque de la nature, qui aurait soulevé la montagne jusqu'à une certaine hauteur avant de la briser en des milliers de rochers spectaculaires.
Les Wishan sont considérés par les Chinois comme l'une des merveilles de l'Empire et l'un de ses lieux les plus sacrés. C'est vraiment dans les monts Hui qu'il a eu le souffle coupé. La première fois qu'il a contemplé ces roches karstiques qui jaillissent de la rivière et le thé qui pousse sur les falaises. Il a été ébloui par tant de beauté. Il existe des petites boutiques de thé pour que ceux qui s'épuisent en montant ou en descendant la montagne puissent se rafraîchir. Nous nous y arrêtions pour nous désaltérer avec une tasse de thé noir originaire de ces montagnes. Cette variété de thé, appelée le Da Hong Pao, la grande robe rouge, est considérée aujourd'hui encore comme le thé le plus précieux, ou en tout cas l'un des plus précieux de Chine. Le thé étancha rapidement ma soif et raviva mon esprit. Les mots d'un poète chinois me revinrent en tête. Le thé est excessivement utile, cultivez-le et vous en tirerez de nombreux bénéfices. Buvez-le et votre esprit retrouvera son ardeur et sa clarté animale. Il se trouvait dans une région de Chine où les coolies vont et viennent sans cesse le long de ces routes pour transporter leur cargaison. Dans son esprit, mais aussi dans celui de tous les Chinois, les coolies ne sont pas tant des hommes que de la main-d'œuvre désincarnée. Ce sont quasiment des bêtes de somme. On les traitait comme tels. On ne se préoccupe pas du nombre de bœufs ou de mulets qu'il faut pour transporter des marchandises au sommet d'une montagne. Et ces gens n'étaient pas beaucoup plus que des mulets humains. Ils étaient de simples véhicules qui transportaient des marchandises. Coolie, littéralement, ça veut dire dur labeur. Les coolies ne possèdent pas de terre, ils n'ont aucun bien et ils vendent leur force de travail. Je pouvais apercevoir des colonnes de coolies serpentant à travers les vallées, chargées de thé destiné à être vendu aux marchands anglais ou américains. Ces scènes faisaient partie des vues typiques de la Chine et des Chinois. On avait l'impression de voir une colonne de fourmis en marche. Quel que soit le nombre de coolies, et quel que soit l'état de la route, je n'en ai jamais vu aucun progressant de manière désordonnée, comme on peut le voir dans d'autres pays. Traverser cette région est loin d'être un jeu d'enfant. En évaluant les distances, j'avais oublié de prendre en considération les nombreuses montagnes et collines que nous avions à franchir tout au long du chemin. Non seulement elles ralentissaient notre progression, mais elles rendaient la route nettement plus longue qu'elle ne semblait l'être sur la carte. J'avais chaud, soif. J'étais épuisé après avoir gravi ces montagnes sous une chaleur étouffante. Je suppliais pour que l'on trouve enfin le toit et le couvert. Nous devions prendre nos quartiers dans l'un des temples au sommet des montagnes. Les bouddhistes semblent toujours choisir les lieux les plus beaux pour ériger leurs temples et leurs monuments. On l'a accueilli à bras ouverts. Dans ce pays du thé, il ne courait aucun danger.
De toute la Chine, c'est probablement là où il a été le plus en sécurité. Les prêtres semblent prêter plus d'attention à la culture et à la fabrication du thé qu'aux rites qui entourent leur foi. C'est un peu comme les moines en Bourgogne qui connaissent l'emplacement des meilleurs terroirs pour cultiver la vigne. Ils ont tout noté et ont conservé leurs écrits à travers les siècles pour que l'on continue à produire le meilleur vin possible sur les mêmes coteaux qui donnent un raisin exceptionnel depuis plus de 1000 ans. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le thé. Les mêmes merveilleux terroirs offraient depuis toujours les meilleurs thés et les moines étaient les gardiens de ce savoir. Le thé est considéré comme un élément essentiel de la méditation. Il apaise, il favorise la concentration. Les moines l'intégraient dans leurs pratiques spirituelles comme dans leur quotidien. En plus, ils le vendaient et ça finançait leur monastère. Il existe de nombreux mythes sur le thé, des mythes bouddhistes. Le Bouddha voulait rester concentré pour méditer le plus longtemps possible, mais il avait fini par s'endormir. Il s'en voulait tellement qu'il s'est arraché les paupières de rage et les a jetées par terre. Partout où ses paupières étaient tombées, des théiers avaient poussé. Et c'est comme ça que le thé a été associé au moyen de rester alerte et éveillé pour se concentrer sur le divin. Le sinogramme du thé, cha, est apparu à l'époque de la dynastie Tang, vers le 9e siècle. Avant cela, le thé n'avait pas son propre caractère chinois. On en a utilisé plusieurs au fil du temps. Mais il est devenu si populaire qu'il a été décidé de lui en attribuer un. Donc le sinogramme cha se compose en son sommet du radical signifiant herbe, suivi du pictogramme ren, qui signifie personne, puis en dessous d'un arbre. Herbe, humain, arbre. Ces trois éléments symbolisent l'harmonie entre l'homme et la nature. Il était temps de dire adieu au Wuishan, certainement les montagnes les plus merveilleuses que j'ai pu connaître. Dans quelques années, quand la Chine sera ouverte aux étrangers et qu'un naturaliste pourra se promener librement dans ces montagnes, il partagera à coup sûr mon plaisir. Il avait été l'homme de la situation, sur le plan scientifique, mais aussi grâce à son esprit d'aventure et à sa force de travail, alors qu'il était un occidental isolé à l'intérieur de la Chine. Tout dépassa mes plus grandes espérances, et il ne me restait plus qu'à conditionner mes plantes et à partir pour l'Inde. Maintenant que je me suis rendu dans les Wuishan et dans de nombreuses régions avoisinantes, que j'ai eu entre mes mains les spécimens de nombreux plants de théiers, je suis convaincu que le théier Bohea, originaire des monts Hui, est très proche du Thea viridis, qui provient à l'origine de la même espèce, modifié légèrement par le climat. Oui, les théiers des montagnes jaunes et ceux des monts Hui sont de la même espèce. Même en y regardant de très près, il n'y a que des différences minimes, certainement pas suffisantes pour constituer les caractéristiques d'une variété distincte. Je peux aussi affirmer que les caractéristiques et les différences chimiques qui distinguent le thé noir du thé vert sont la conséquence d'un processus de chauffage et de fermentation, accompagné d'une oxydation par l'air, et non d'un traitement de séchage à plus haute température, comme on le pense généralement. La mousson du nord-ouest soufflait le long des côtes chinoises. Grâce à ces vents, nous naviguâmes toutes voiles dehors et arrivâmes à Calcutta le 15 mars.
À peine sur place, je reçus l'ordre du gouverneur général de l'Inde de me rendre dans toutes les plantations des districts du Nord-Ouest pour faire un rapport sur leur état et leur potentiel. Monsieur Lowther, le commissaire qui était en charge des instructions du gouvernement nous concernant, semblait très anxieux. Tout devait être fait pour qu'arrivent rapidement et en sécurité à leur destination, au pied de l'Himalaya, hommes et plantes. Le 25 mars, je poursuivais mon trajet sur un des petits vapeurs de rivière jusqu'à Allahabad. Le soir du 19 avril, je quittais Allahabad dans une voiture du gouvernement pour Saharanpur. Dans ce paysage étrange, les montagnes enneigées imposaient leur magnificence, soulignée par l'éclat du soleil. Dire qu'elles dépassaient des nuages suffit à peine à donner une idée de leur grandeur, car mon point de vue était déjà lui-même au-dessus des nuages. L'idée de faire pousser du thé en Inde n'est pas née avec fortune. Ça existait déjà et depuis un moment. Mais c'est pour ça qu'on a fait appel à lui, pour faire progresser les choses, pour les amener à un autre niveau. Le bilan de ma mission peut s'établir comme suit. Près de 20 000 plants de thé originaires des meilleurs terroirs du thé noir et du thé vert du centre de la Chine ont été introduits dans l'Himalaya. 6 artisans de premier ordre, 2 chefs d'équipe et un grand nombre d'outils provenant des renommés districts de Huizhou ont été également importés et installés dans les plantations du gouvernement sur les collines. Robert Fortune est à l'origine des plantations modernes de thé hors de Chine. Chaque tasse de thé que vous buvez, c'est grâce à lui d'une certaine manière. Fortune est à l'origine de l'économie mondiale du thé. Et vu la manière dont les plantes se reproduisent, il est fort probable que certains plants aujourd'hui cultivés dans l'Himalaya soient des clones de ceux rapportés par Fortune. Le vol du thé a eu des conséquences à la fois en Chine et à l'étranger. En Chine, la fin du monopole qu'elle détenait jusqu'alors sur le thé a contribué à accentuer le déclin du pays, enclenché depuis le début du 19e siècle. À la fin, cela a mené à l'émergence du nationalisme chinois et à la chute de la dynastie Qing. Il y a eu des gagnants et des perdants. D'autres pays ont pu devenir producteurs de thé, en Asie du Sud, en Inde, au Sri Lanka, en Afrique et ailleurs dans le monde. Il existe des centaines de thés différents à travers le monde. Plus de 50 pays produisent du thé aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que le thé est devenu une nécessité de vie en Angleterre et dans ses colonies, sa production à grande échelle et à coût réduit est devenue une question de première importance. Et pour les habitants de l'Inde, cette production pourrait également avoir un grand intérêt. Pour l'instant, le pauvre paysan des montagnes gagne péniblement de quoi subvenir aux nécessités de la vie. Mais bientôt, ses profits lui permettront de s'offrir quelques-uns des simples et nécessaires petits luxes de la vie. Et l'instruction des indigènes est un des objectifs que nous devons garder en vue. La vie de Robert Fortune est une réussite extraordinaire. Il a pu prendre sa retraite à la cinquantaine après 20 ans de voyage en jouissant d'une réputation fantastique et semble-t-il d'une jolie petite fortune. J'ai pénétré dans de nombreuses régions inconnues des Européens. Loin à l'intérieur des terres,
et il m'a semblé judicieux de raconter mes voyages et leurs résultats. Grâce à ma robuste constitution et à ma santé guillerette, j'ai fait peu de cas du manque de luxe et des aléas de la vie de voyage. De nouveaux décors, de nouveaux paysages, de nouvelles plantes se présentaient chaque jour devant moi et m'apportaient les plus hautes satisfactions. Et encore aujourd'hui, alors que je suis dans une autre partie du globe, bien loin désormais de ces événements et de ces aventures, j'y repense avec le sentiment d'un plaisir sincère. Ces étranges montagnes, ces rivières romantiques, ces canaux, ces champs de thé en jardin ou sur les coteaux, et ces gens si étranges et intéressants avec lesquels j'ai partagé mon quotidien. ân oán不了的也何争了？哦，喂。